Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Dimitri Pavlovski, épisode 170. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animateur Dimitri Pavlovski, fondateur des éditions de L'Homme sans nom et formateur. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Devenir écrivain. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Dimitri Pavlovski, créateur des éditions de L'Homme sans nom et cofondateur de l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires. Je reviens aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle chronique littéraire axée autour de conseils d'écriture. Un petit rappel rapide de ce en quoi consiste ce format de podcast. Je prends tout simplement un roman et je vous en parle sous deux angles. À la fois un angle de présentation entremêlé d'éléments de critique littéraire et à la fois un angle où je m'attarde autour des quelques points bien spécifiques qui sont intéressants pour un auteur ou une autrice en vue de travailler sur un projet d'écriture. Je veux aujourd'hui continuer mon exploration, que j'essaie d'être aussi exhaustive que possible en matière de genre littéraire, aborder du roman policier, de la littérature générale, de l'imaginaire, de la science-fiction, et ainsi de suite. Et ainsi, je vais tâcher de vous offrir des axes de lecture, des pistes de réflexion littéraire et des conseils aussi variés que possible autour d'un roman qui est classé en rayon polar en librairie, mais qui se révèle avoir, tout comme le précédent effort de son auteur, dont je vais d'ailleurs vous toucher quelques mots sous peu, un côté extrêmement hybride, et où on pourra au final plus largement considérer ce texte comme un roman d'aventure au sens large. Je ne vais pas ménager mes effets et mon suspense plus longtemps. Aujourd'hui, je vais vous parler de L'étrange traversée du Sardam de Stuart Turton. Stuart Turton a explosé aux yeux du monde littéraire avec son premier roman publié, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. C'était un texte qui entremêlait enquête policière avec un argument fantastique, puisqu'on suivait l'enquête du point de vue d'un personnage principal, revivant à plusieurs reprises la journée menant à la mort de la susnommée Evelyn, mais il la revit à chaque fois dans le corps d'une personne différente, présente dans le grand manoir isolé où se déroule l'action, dans une approche confinant au final un peu au huis clos. Un mélange des genres explosifs qui proposait une expérience clairement impressionnante en matière de structure littéraire. Je n'ose imaginer les différents schémas préparatoires qu'a pu avoir Turton pour ce projet. Même si, je le reconnais, à mon sens, la résolution était légèrement en deçà de l'expérience de lecture par ailleurs palpitante. La faute probablement à justement une résolution d'intrigue utilisant un peu trop l'argument fantastique, ce qui limite mécaniquement l'effet de révélation qu'on peut attendre d'un whodunit parfaitement construit. Et avec L'étrange traversée du Sardam, Turton décide d'à nouveau utiliser le mélange des genres pour proposer un récit aussi prenant et, pour employer un anglicisme page-turner, que possible. Nous sommes en 1634. Le Sardam est un navire qui va quitter les Indes orientales en direction d'Amsterdam. À bord du vaisseau, le gouverneur général de l'île de Batavia, qui a pour objectif de ramener un mystérieux objet nommé la folie en Europe en vue de gagner sa place à la table des plus puissants. Il est accompagné de sa femme, Sarah, une épouse délaissée et rêvant de liberté, et de sa fille, Lia, brillante adolescente à l'esprit acéré. En autres personnages centraux, on trouve le lieutenant Arent Ace, ancien héros de guerre, force de la nature, mais aussi, et oserais-je dire surtout, garde du corps et assistant de Samuel Pepys, sorte de détective privé génial, au talent tout holmésien, mais qui est amené à bord non en tant que détective, mais en tant que prisonnier, afin d'être rapatrié en vue d'un jugement et d'une probable exécution en Hollande. Et juste avant l'embarquement, un lépreux apparaît et avertit l'équipage et ceux qui vont monter à bord que son maître, le seigneur des choses sombres et cachées, est lui-même à bord du navire et que tous ceux qui monteront à bord connaîtront une fin funeste. Ses menaces préférées, l'homme prend feu, et la découverte du fait qu'il n'a pas de langue n'est que le premier événement étrange qui va survenir à bord. Les événements inexplicables se multiplient, laissant planer l'ombre d'une menace démoniaque et surnaturelle, laquelle semble étroitement liée au passé d'Arendt, lequel Arendt se retrouve obligé de mener l'enquête, Pepys étant de son côté enfermé à fond de cale.
Aventure maritime, enquête à mystère et à tiroir, roman de KPDP, ambiance surnaturelle dont on se demande jusqu'à la résolution si elle est avérée ou non, Turton va entremêler tous ces éléments pour mener un récit tambour battant. Il va suivre essentiellement Arendt et Sarah en personnages principaux, dont on va embrasser les points de vue, mais il va également utiliser une galerie de personnages extrêmement riche et brossée avec soin pour plonger dans l'ambiance oppressante et mystérieuse de son récit. Du chambellan maniaque, veule mais ambitieux, à la maîtresse du gouverneur général, meilleure amie de Sarah, lumineuse, séductrice et brillante, en passant par le capitaine de la garde des mousquetaires Jacobi Drecht, loyal à l'extrême envers le gouverneur général, Turton développe ses personnages en leur posant juste ce qu'il faut de facettes archétypales pour qu'on les apprenne en quelques lignes, en quelques réactions. Et dans le même temps, ce côté archétypal va aussi être une arme évidente afin de surprendre le lectorat par les révélations qu'il va apporter autour de ces personnages, dans leur dynamique, dans leurs relations, mais aussi dans leurs allégeances et leurs objectifs. Une des très belles réussites du récit est qu'il parvient ainsi à brosser ses personnages de manière particulièrement efficace, rapide en début de roman, mais aussi de manière extrêmement dense, que ce soit les personnages principaux et également secondaires, qui parviennent à exister par un trait de caractère mis en avant, qui va permettre de les identifier très rapidement, machin est loyal, machin est fourbe, et ainsi de suite, pour ensuite les nuancer. Ce faisant, il reflète de manière assez juste la façon dont la découverte d'autrui fonctionne dans la réalité. On découvre une personne à travers un trait de caractère dominant, avant que notre perception s'affine au fil du temps. Et en appliquant cet effet assez naturel, il va vraiment nous permettre de rentrer dans la dynamique de ces personnages. Si le récit pâtit peut-être d'un léger ventre mou, cette nuance que j'apporte est paradoxalement due à ce qui va en même temps la rendre en grande partie caduque en matière de plaisir de lecture. La mise en place, les premiers chapitres du récit sont d'une absolue efficacité. En quelques pages, quelques chapitres, on se retrouve intrigué à l'extrême par ce qui vient de se dérouler, et l'impatience de découvrir la vérité va permettre à Turton de prendre plus son temps pour faire avancer son histoire, tendre sa toile avec soin. Le fait que le rythme en pâtisse très légèrement se retrouve de fait largement compensé par la volonté qu'on a de savoir, d'autant qu'il parvient dès que l'enquête d'Arendt et Sarah piétine à relancer son récit par un rebondissement toujours parfaitement senti. D'autant que tout cela sert à amener la résolution du récit, que je ne vais évidemment pas vous divulgacher, mais qui imbrique tout ce qui précède avec une précision plus que redoutable. Au fil de l'histoire, Turton a développé de nombreux fils narratifs parallèles, histoires passées de chaque personnage, objectifs personnels, enjeux d'arc narratif qui semblent annexes à l'histoire principale. Ce faisant, il maintient l'intérêt du lectorat dans un relatif jeu d'équilibriste. Il faut que le tout soit aussi prenant que possible pour que l'intrigue secondaire numéro 2 ou numéro 3 et ainsi de suite, qui concerne peut-être un personnage que tel lecteur ou telle lectrice trouve moins intéressant, il faut donc que cette intrigue secondaire reste aussi intéressante que possible pour qu'on ne se retrouve pas à simplement attendre de manière un peu ennuyeuse de revenir à l'arc narratif qui nous intéresse plus. Et si cet équilibre n'est peut-être pas parfait au vu de la quantité d'arcs narratifs explorés, force est de reconnaître que la performance de Turton est assez exceptionnelle. Maintenir un équilibre efficace quand on a deux arcs narratifs, c'est quelque chose qui n'est déjà pas évident. Alors, le réussir de manière presque totale quand on en a 4 ou 5, c'est une performance au final réellement impressionnante. D'autant que ces différents fils narratifs se retrouvent au final à se regrouper et à faire tous partie de la même toile d'araignée de l'intrigue centrale. Tout cela avec un souffle d'aventure maritime parfaitement efficace, une utilisation de la réalité de l'histoire menée avec suffisamment de vraisemblance pour ne pas sortir le lectorat de sa lecture, mais en même temps ne pas être contraint par la réalité historique. Je recommande très chaudement la postface du roman où Turton développe cette question. Je vais d'ailleurs vous en lire un petit extrait. Il vient de parler du mélange des genres et il dit « Sauf que je crains un peu que certaines personnes le décrivent, donc son roman, comme une histoire de bateau ou une fiction historique. À première vue, c'est juste, l'étrange traversée du Sardam se déroule en 1634, donc c'est assurément un livre historique, et c'est assurément une fiction. Il se passe assurément sur un bateau. Ma crainte est que des personnes en quête de Hilary Mantel ou Patrick O'Brien viennent chercher des détails que j'ai délibérément laissés de côté. Délibérément étant vraiment le mot important ici. Pas par arrogance, mais simplement parce qu'il gênait l'histoire que j'essayais de raconter. Un Indiaman aurait abrité des dizaines d'officiers, tous essentiels au fonctionnement du navire. Je n'en ai que 3, car je ne voulais pas ralentir le récit avec tant de personnages ou d'intrigues secondaires. L'histoire qui s'est glissée dans mon livre s'est souvent déroulée différemment, bien plus tard, ou pas du tout.
La technologie est bien plus avancée qu'elle ne devrait l'être, de même que certaines attitudes, et le langage, assurément le langage. Tout cela est intentionnel. J'ai effectué mes recherches, puis j'ai jeté les détails qui entravaient l'histoire. Tu me suis ? C'est une fiction historique dans laquelle l'histoire est la fiction. Avec un peu de chance, l'un ne te dérangera pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce que je viens de vous lire est autant un point important d'un point de vue présentation du roman, que déjà un premier conseil d'écriture que vous pouvez avoir lorsque vous allez travailler sur un projet avec un fond historique. C'est ne vous enfermez pas dans la représentation historique si vous ne voulez pas écrire un roman purement historique. Et donc, avec L'étrange traversée du Sardam, on se retrouve face à un roman d'une terrible efficacité, prenant et délicieusement construit, avec une galerie de personnages riches et qui va rester en tête longtemps après avoir découvert la redoutable conclusion du récit. Ce petit tour d'horizon du texte fait, je vais passer à présent au conseil littéraire que vous allez pouvoir tirer de la lecture de ce texte. Outre évidemment le rapide petit conseil autour de l'utilisation des sources historiques, mais sur lequel je reviendrai peut-être au cours d'un futur podcast. Évidemment, je ne vais pas développer énormément sur cette question. Il y a également le point de vue structurel et développement des personnages dont je vous ai largement parlé dans la partie critique. Et ça reste une très très bonne source d'inspiration pour votre travail littéraire. Je vais me concentrer sur des points vraiment spécifiques à ce texte. Notez évidemment que comme je rentre un peu plus dans la matière du récit, je vais peut-être être amené à divulgacher, à dévoiler des éléments de l'intrigue. Je fais extrêmement attention à ce qu'il n'y ait pas de choses qui vous gâchent le plaisir de la lecture. Mais voilà, un petit avertissement préalable. Le premier point dont je vais vouloir vous parler, que j'ai évoqué dans la facette critique, c'est la mise en place du récit. Avant de développer sur ce point, notez que les chapitres du roman sont assez courts, et cela va avoir de l'importance dans ce que je vais vous dire sur l'efficacité de cette mise en place. Les chapitres font en moyenne, au format poche, qui est le format dans lequel j'ai lu le roman, 7 à 8 pages. Donc on est vraiment sur quelque chose avec un rythme assez rapide de chapitre en chapitre. Ainsi, au sein du seul premier chapitre, Turton introduit rien moins que les personnages suivants. Arendt et Pips, ainsi qu'une partie de la dynamique de leur duo, le gouverneur général et son objectif, Jacob Idrecht, le mousquetaire capitaine de la garde. Il parle de la traversée des mers à venir, de l'existence d'une mystérieuse cargaison appelée la folie, et il met en place une étrange menace par le biais du lépreux. Je vous lis rapidement l'extrait de l'intervention du lépreux pour que vous puissiez bien voir l'efficacité redoutable de Turton dans son action et dans l'écriture qu'il peut avoir pour la mettre en scène. La séquence démarre alors que le capitaine des mousquetaires, Jacob Idrecht, vient de s'adresser à Arendt, puis s'adressant aux mousquetaires qui l'escortaient. « Nous allons embarquer maintenant, les garçons. Le gouverneur général veut que M. Pips soit en sécurité à bord du Sardam avant que... »« Écoutez-moi » ordonna une voix rocailleuse au-dessus d'eux. Plissant les yeux dans la lumière éclatante, ils tendirent le cou pour voir d'où elle provenait. Une silhouette vêtue de haillons gris se tenait sur une pile de caisses. Des bandages ensanglantés enveloppaient ses mains et son visage, ne laissant qu'une étroite ouverture pour ses yeux. Un lépreux, marmonna Drecht, dégoûté. Arendt fit instinctivement un pas en arrière. On lui avait depuis l'enfance appris à craindre ces misérables dont la seule présence suffisait à anéantir tout un village. Une simple quinte de toux et même le plus léger contact physique signifiait une mort lente et effroyable. « Tuez cette créature et brûlez-la » ordonna le gouverneur général depuis l'avant de la procession. Les lépreux ne sont pas autorisés dans la ville. Un mouvement agita la foule tandis que les mousquetaires se regardaient. L'homme était trop en hauteur pour les pics, leurs mousquets avaient déjà été chargés sur le Sardam, et aucun d'eux n'avait d'arc. Manifestement indifférent à la panique, le lépreux transperça du regard chacune des personnes massées devant lui. « Sachez que mon maître... » Son regard mouvant se posa sur Arendt, faisant se serrer le cœur du mercenaire. « Voyage à bord du Sardam. C'est le seigneur des choses cachées, de toutes les choses désespérées et sombres. Il profère cet avertissement conformément aux lois ancestrales. La cargaison du Sardam est un péché, et tous ceux qui monteront à son bord connaîtront une fin impitoyable. Le navire n'atteindra pas Amsterdam. » Tandis qu'il prononçait ces derniers mots, l'ourlet de sa robe s'embrasa. Les enfants se mirent à gémir, la foule qui l'observait hurlait d'épouvante. Le lépreux n'émit pas un son. Le feu rampa le long de son corps jusqu'à ce qu'il soit complètement la proie des flammes. Il ne bougeait pas. Il brûlait en silence, les yeux rivés sur Arendt. On le voit, c'est extrêmement efficace. Avec un élément supplémentaire, ce point de fixation, de focalisation sur Arendt qui rajoute un élément d'enjeu narratif. Et tout ce qu'on a dans ce premier chapitre, avec ce passage que je viens de vous lire, reste, malgré la densité des informations, parfaitement clair. Avec des personnages brossés de manière très efficace et une utilisation de concepts forts. Une traversée en mer dangereuse, le nom de la cargaison et le secret qui l'entoure,
qui laisse à penser à un objet aux étranges pouvoirs occultes. De fait, le choix du nom contribue énormément à connoter une idée, une ambiance. On voit ici toute la puissance d'un simple mot de vocabulaire qui va ancrer, sans mauvais jeu de mots pour un récit maritime, qui va donc ancrer le récit dans une potentialité fantastique surnaturelle. Voilà, on a vraiment un mélange d'éléments qui servent à mettre en place une ambiance et un état d'esprit pour le lecteur, déclencher toute une série de marqueurs d'excitation et d'envie de savoir. Mais Thornton ne s'arrête pas là. Chapitre 2, il introduit Sarah et sa fille, met en place la dynamique entre Sarah et Arendt, mais aussi vis-à-vis de Pips, et enfin un élément surnaturel potentiel, avec la découverte du fait que le lépreux a parlé alors qu'il n'a pas de langue. Je rappelle qu'il fait cela en quelques pages à peine. C'est une leçon à prendre sur l'efficacité d'un propos, mais aussi sur ce que vous allez pouvoir induire par ce que vous racontez. Ce qui est très fort ici, qu'il ne propose pas non plus un sous-texte sibyllin. Je vais vous lire un passage pour que vous voyez bien la façon dont il procède. Dans la scène, le lépreux vient de brûler vif, il n'est pas encore mort, et Sarah, donc la femme du gouverneur général, va voir ce qu'il en est parce qu'elle a des compétences en médecine, de guérisseuse. Elle voit la situation est désespérée et Arendt intervient pour achever le lépreux et mettre fin à ses souffrances. Donc il vient de l'exécuter et je vous lis l'extrait. Tandis qu'Arendt essuyait la lame sur un sac d'avoine, Sarah tira une des épingles ornées de pierres précieuses qu'elle avait dans les cheveux, détachant une boucle rousse. « Pour votre peine, dit-elle en la lui tendant. Ce n'est pas de la bonté s'il faut payer, répliqua-t-il, laissant l'objet scintillant dans sa main et rendant l'épée au soldat. La surprise se mêla à la confusion sur le visage de Sarah, et son regard s'attarda un moment sur lui. Comme si elle craignait d'être surprise à l'observer de la sorte, elle appela à la hâte 2 débardeurs qui étaient assis sur un tas de toile à voile en lambeaux. Ils se levèrent d'un bond et s'inclinèrent lorsqu'ils furent à proximité. « Vendez ceci, brûlez le corps et assurez-vous que ses cendres aient droit à un enterrement chrétien, ordonna Sarah, en plaçant l'épingle dans la paume calleuse la plus proche. Qu'il ait dans la mort la paix qui lui a été refusée dans la vie. Ils échangèrent un regard rusé. Ce bijou paiera l'enterrement et il restera suffisamment d'argent pour tous les vices auxquels vous souhaiterez vous adonner cette année. Mais je vous ferai surveiller, prévint-elle plaisamment. Si ce pauvre homme finit avec les indésirables hors des murs de la ville, vous serez pendu. C'est compris ? Oui, madame, marmonnèrent-ils en ôtant respectueusement leur chapeau. Ici, l'objectif de Thornton est de mettre en place la droiture d'Arendt, la perception de lui qu'en a Sarah, et qui sera corrigée au sein même de la scène. Elle pense lui proposer une récompense, alors que lui estime ne pas la mériter parce qu'il a accompli un acte de bonté. Elle se rend ainsi compte qu'il a une droiture encore plus grande qu'elle ne pouvait l'imaginer des histoires qu'on connaît de lui. Mais on voit également, au cours de cette scène, la force de caractère et l'esprit brillant de Sarah. Sans expliciter les choses, il lui suffit d'indiquer « ils échangèrent un regard rusé » et de voir la réaction de Sarah pour comprendre qu'elle a lu dans leur regard. Le prévint-elle plaisamment, indique qu'elle gère la situation avec beaucoup de contrôle, et ainsi de suite. Et donc, Thornton pose énormément de choses sur ses personnages, tout cela simplement en quelques lignes. Je pourrais poursuivre ainsi sur les chapitres suivants et parler des premiers chapitres pendant des heures et des heures, mais avec grosso modo les chapitres 3 et 4, la majorité des personnages importants va être introduite, une partie des enjeux du récit, et on va dire une partie principale des enjeux du récit va être présentée. Les chapitres suivants vont, en ralentissant à peine la cadence, finir d'amener les personnages centraux de l'histoire, avec un sens du timing évident. Par exemple, le chapitre 7, introduisant le prédicant et sa pupille, va servir à renforcer le sentiment surnaturel qui va habiller le récit, et à commencer à brouiller les pistes sur les intentions de chacun et de chacune sur ce navire. Mais l'important reste de constater qu'en 3-4 chapitres maximum, soit à peine une trentaine de pages sur un roman de plus de 600, Thornton va avoir mis en place des fondations complètes de son histoire, et plus encore, il va avoir mis en place des éléments de mystère, des interrogations et des dynamiques de personnages. Et ainsi, il s'offre un terrain de jeu parfait pour pouvoir ensuite dérouler son histoire plus tranquillement et compenser des temps morts qui pourraient arriver, lesquels restent évidemment nécessaires au propos qu'il va tenir, la temporalité d'un voyage en bateau et sa durée étant importante dans son récit. Grâce à cette mise en place percutante, il peut ainsi se permettre d'avoir des temps, toute proportion gardée, plus faibles, car son lectorat a été accroché et a envie de savoir. L'autre point sur lequel je tiens à revenir en matière de conseils d'écriture est sur le mélange des genres. Attention, même si je vais essayer de ne pas être trop explicite, je vais être amené peut-être à dévoiler 2-3 éléments sur le récit dans l'utilisation des genres littéraires.
Rien qui ne devrait entacher le plaisir de lecture, aucune inquiétude à avoir là-dessus, mais je préfère prévenir au cas où. C'est quelque chose qui est toujours complexe en écriture. On se retrouve à avoir un récit, quand on fait un mélange des genres, peut vite se retrouver bancal si le dosage est mal fait. Typiquement, c'est comme de la pâtisserie. On loupe la quantité d'ingrédients et le résultat est totalement indigeste. Dans le cas du Sardam, Turton mélange en substance 3 grands genres. Le roman à mystère avec un côté whodunit révélation, le roman d'aventure et plus précisément d'aventure maritime, et le roman fantastique, j'irais même jusqu'à dire le roman surnaturel occulte avec le côté de la présence démoniaque. Et il va réussir son coup parce qu'il parvient à les entremêler de manière naturelle. L'aventure maritime existe parce qu'elle sert de cadre aux 2 autres éléments, tout en démultipliant les enjeux. La menace surnaturelle est grande, car le cadre marin est un lieu isolé, qui renvoie de fait aux mécaniques de huis clos qu'on retrouve souvent en polar. Et il faut résoudre l'énigme du mystère whodunit pour pouvoir éviter le drame, un drame qui serait fatal puisqu'ils sont isolés sur la mer, et ce mystère est de son côté directement lié à où se cache la menace surnaturelle et comment la résoudre. Je vais décomposer un tout petit peu tout ça pour voir comment Turton est parvenu à créer un double effet entre ces genres littéraires, dépendance et conséquence. On a donc un cadre de roman d'aventure maritime qui sert à justifier les enjeux. Pression du huis clos, impossibilité de fuir la menace, et qui met en place un cadre pour l'enquête. On a un élément de roman policier qui sert également à justifier les enjeux. Si on ne résout pas le mystère, tout le monde va périr. Et qui met en place un cadre pour l'élément surnaturel. C'est lui qu'on va tenter de comprendre, de résoudre. Et on a un élément surnaturel qui sert tout autant à justifier les enjeux. Il y a une menace apparemment impossible à fuir et qui doit être compris, identifié pour pouvoir être vaincu et survivre. Et chaque élément se retrouve donc à la fois dépendant d'un autre élément pour pleinement fonctionner, tout autant qu'il est un moteur pour aider les autres à avancer. C'est ainsi que Turton réussit à entremêler les 3 genres littéraires par cette mécanique de codépendance et, on va dire, de coproduction d'enjeux pour fournir un tout qui se révèle parfaitement cohérent. Mais Turton va également plus loin. Il procède en plus sur un jeu de mystification potentielle. En effet, tout au long du roman, le lectorat ne peut se poser qu'une seule question. Est-ce que le surnaturel est avéré ? Ou bien, en substance, est-ce que, comme dans les Sherlock Holmes par exemple, et bien d'autres titres qui jouent sur une mise en place apparemment surnaturelle, est-ce que le surnaturel révélera en fait un crime non fantastique ? Cette façon de brouiller les pistes est à la fois un élément lui simplifiant la tâche. Le 3e genre, le fantastique, est à la fois présent et pas présent, pourrait-on dire, quasiment un chat de Schrödinger littéraire, et en rajoutant en même temps une surcouche de complexité. Il faut qu'il réussisse à faire que le lecteur doute. Donc c'est à la fois quelque chose qui lui simplifie un peu la vie, mais qui lui complique énormément. Je ne vais pas en dire plus, parce qu'après je serai amené à vous dévoiler des éléments de l'intrigue, un peu trop avancés, mais quand vous aurez fini la lecture, repensez vraiment à la façon dont il met en place les éléments surnaturels en début de récit et au cours du récit, pour pouvoir analyser tout ça et voir la façon dont justement il va avoir joué avec le lecteur et anticiper d'un certain côté le trouble qu'il pourra avoir. Il y aura encore énormément à dire sur l'étrange traversée du Sardam, mais tout ça, je préfère vous le laisser aussi découvrir à la lecture. Il y a déjà largement de quoi faire en matière de mise en place du récit, de mélange des genres, avec tout ce que je vous ai raconté. Nous voici donc arrivés à la fin de cette chronique littéraire. J'espère que ces conseils se révéleront utiles pour vos projets d'écriture. Pour celles et ceux qui voudraient creuser toutes ces questions liées à l'écriture, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter qui vous propose des conseils d'écriture hebdomadaires, mais qui vous permet aussi d'être tenu au courant des prochaines dates d'inscription pour les sessions de formation de l'ICAR. À noter que la toute prochaine est prévue pour fin septembre, début octobre. Donc celles et ceux qui ont envie de mettre un gros coup d'accélérateur dans leur carrière d'auteur et d'autrice, nous serons ravis de vous avoir à nos côtés, de vous accompagner pendant notre formation Devenir écrivain, projet best-seller. Je vous dis en tous les cas à très bientôt avec une prochaine chronique littéraire. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.